Jeudi 18 septembre, le président de la République a donc annoncé la décision de la France d'engager les forces aériennes françaises dans la coalition internationale qui combat l'État islamique en Irak et au Levant. Sur la forme, je tiens à rappeler, comme je l'ai déjà fait lors de précédents débats sur l'intervention au Mali, sur la Syrie ou encore lors de l'opération en République centrafricaine, les écologistes souhaitent toujours que l'engagement des forces armées françaises soit précédé d'un vote. D'ailleurs, en 1991, avant l'engagement de la France dans la coalition qui allait libérer le Koweït envahi par l'Irak, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, avait demandé au gouvernement d'organiser un vote à l'Assemblée. Sur le fond, disons-le sans détour, au regard des principes qui guident l'action internationale de la France depuis 2 ans et demi, la décision d'engager les forces françaises en Irak est cohérente. D'abord parce qu'elle s'inscrit dans le cadre du droit international. La France intervient à la demande du gouvernement irakien. Notre pays est partie prenante d'une coalition internationale approuvée par une déclaration du président du Conseil de sécurité de l'ONU, signée vendredi dernier par 40 représentants d'États. Elle opère sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations unies qui consacre le droit légitime de défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations unies est l'objet d'une agression armée. Ensuite, cette intervention est conforme à nos priorités stratégiques. La France n'est certes plus menacée dans son intégrité territoriale et est fort heureusement en paix avec ses voisins. Elle n'a plus d'ennemis étatiques. En revanche, elle est la proie d'un adversaire qui ne connaît pas de frontières, est en mutation perpétuelle et agit de manière diffuse. C'est le djihadisme qui opère dans de nombreuses régions du monde et met régulièrement à exécution sa menace terroriste, y compris contre des ressortissants français. Nous venons encore de le voir, il y a quelques jours, avec l'enlèvement d'Hervé Gourdel, menacé d'être assassiné par ses ravisseurs. Nous partageons la douleur de sa famille et de ses proches face à cette horrible attente. Nous partageons aussi la position exprimée par le président de la République face à cet odieux chantage qui en dit long sur la nature barbare de la pensée et des actes de ces groupes qui n'ont plus rien à voir avec des préceptes religieux, quels qu'ils soient. L'État islamique en Irak et au Levant, et nous employons à dessein cette expression, car c'est le projet revendiqué de ce mouvement et qui, depuis plusieurs mois, tend à devenir une réalité dans sa capacité à assurer une quasi-souveraineté sur un vaste territoire. En revanche, il est clair que son appellation islamique est usurpée. Il s'agit d'un dévoiement de l'islam et nous réaffirmons à cette occasion notre solidarité avec tous les musulmans qui subissent cette insulte, comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, et qui reconnaissent, eux, la séparation entre la politique et le religieux. Ici, en France, la radicalisation de quelques individus ne justifie en rien que nos compatriotes musulmans soient mis en cause, bien au contraire. L'État islamique en Irak et au Levant est en passe de devenir l'une des organisations les plus riches et les plus puissantes du terrorisme international. Il a pris Mossoul, la deuxième ville irakienne, a capté des armements lourds, s'est accaparé des puits de pétrole au nord de l'Irak et au nord-est de la Syrie et prélève l'impôt dans des régions qu'il administre dorénavant. Selon certaines sources, son trésor de guerre s'élève aujourd'hui à plus de 2 milliards de dollars. L'EIIL est d'abord et avant tout un danger pour les populations civiles d'Irak et de Syrie. Et à ce sujet, Monsieur le Premier ministre, nous avons entendu vos propos sur les réfugiés et nous invitons les 28 États de l'Union européenne à se coordonner pour accueillir davantage encore qu'aujourd'hui les réfugiés qui en ont bien besoin. L'État islamique en Irak et au Levant constitue également et évidemment une menace pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans le monde entier. Au-delà de possibles attentats sur le sol français, la pratique d'enlèvement de ressortissants français s'est multipliée, et cela d'ailleurs bien avant cette intervention et même bien avant l'intervention au Mali. Enfin, cette intervention répond à la mise en cause des droits humains les plus élémentaires et à une urgence humanitaire. L'intervention à laquelle participe la France est de ce point de vue totalement légitime. Elle a vocation à porter un coup d'arrêt à l'expansion territoriale des combattants de l'État
islamique en Irak et au Levant et à mettre fin aux crimes qu'ils commettent contre les minorités, au premier rang desquels les chrétiens d'Orient et les yézidis. Depuis le mois de juin, les massacres ethnico-religieux perpétrés par l'État islamique ont fait près de 8 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés. De l'aveu du chef de la mission d'assistance des Nations unies dans ce pays, les actions commises par l'État islamique pourraient constituer, je cite, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même un crime de génocide. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, Monsieur le Premier ministre, les députés écologistes soutiennent la décision du Président de la République d'intervenir militairement en Irak. Pour autant, le débat que nous avons aujourd'hui doit nous permettre de répondre à plusieurs interrogations sur le contour de cette opération, et ces interrogations appellent des réponses auxquelles les Français ont droit. La première d'entre elles concerne les modalités de l'intervention militaire. Tout doit être fait, Monsieur le Premier ministre, pour que la coalition internationale ne puisse jamais être perçue comme menant une croisade occidentale. C'est sans aucun doute la situation que voudraient engendrer ceux qui se revendiquent du djihad. C'est le souvenir aussi, disons-le, de la guerre laissée par la guerre menée en Irak par les États-Unis en 2003. Le fait que l'implication des pays arabes ait été recherchée est donc très important. D'autre part, les buts stratégiques et les étapes successives de cette intervention méritent d'être précisés. Est-ce l'enchaînement entre une phase d'endiguement, puis de refoulement et enfin d'anéantissement? Les frappes aériennes seules ne permettent évidemment pas d'atteindre ces objectifs. Il faudra une intervention au sol. Et si nous soutenons le choix du Président de la République de ne pas mobiliser nos forces terrestres, compte tenu de nos engagements lourds au Mali et en République centrafricaine notamment, la question se pose de savoir si les autres États membres de la coalition sont prêts à le faire et surtout quels relais parmi les acteurs irakiens vont hériter de cette lourde tâche. Deuxième clarification attendue. Quelles sont les finalités politiques de cette intervention? Les opérations conduites en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003 ou plus récemment en Libye en 2011 ont montré leurs limites. Au Moyen-Orient, plus que nulle part ailleurs, ce que l'on a pu appeler le kit interventionniste, s'il n'est pas suivi d'un projet politique inclusif et ambitieux, est inopérant à moyen et long terme. Le retour de la stabilité et de la sécurité en Irak passe nécessairement par la reconstruction d'un État représentatif des diversités ethniques et confessionnelles qui composent la société irakienne et par l'édification d'une armée à l'image de cette diversité en intégrant notamment les milices sunnites opposées à l'État islamique en Irak et au Levant. Enfin, troisième clarification souhaitée. Quel débouché politico-diplomatique à cette intervention? La crise irakienne transcende les limites territoriales des États. Elle appelle des réponses globales dans lesquelles l'Union européenne doit s'engager, faute de pouvoir, faute de vouloir le faire militairement. Aussi, du point de vue diplomatique, le groupe écologiste propose l'organisation d'une conférence internationale pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient qui aura pour objet prioritaire la question des minorités. En 1991, d'ailleurs, la France avait obtenu la tenue d'une telle conférence lors de son engagement dans la coalition pour libérer le Koweït. Et à l'époque, convoquée par l'ONU, les États-Unis d'Amérique, l'URSS, mais aussi l'Union européenne, qu'on appelait la Communauté européenne, elle avait obtenu de nombreux résultats. On l'oublie trop souvent, et notamment les accords d'Oslo pour Israël et la Palestine. Une telle conférence aurait entre autres pour but de dépasser les problèmes hérités du découpage territorial appelé Sykes-Picot, datant d'après la Première Guerre mondiale. Il est temps de garantir les droits et la sécurité des minorités et de favoriser leur intégration dans les États par des statuts d'autonomie politique adaptés. Le choix d'une intervention militaire ne constitue jamais une fin en soi et reconnaissons qu'à ce stade, on distingue mal la feuille de route pour ce que l'on pourrait appeler le jour d'après. En la matière, tous les espoirs sont permis, mais les inquiétudes sont aussi légitimes. Les écologistes attendent donc des initiatives fortes de la France en la matière. Compte tenu de son refus, et c'était une bonne chose, de participer à l'intervention américaine en Irak en 2003 et de son implication récente dans d'autres régions du monde face au djihadisme comme au Mali, la France est attendue et légitime sur ce terrain. Je vous remercie de votre attention. Merci.